là, je suis en visio avec vous de Camps-la-Source de ma maison je travaille sur un cabinet à Brignoles. Je suis conseiller conjugal et familial et je suis thérapeute systémique, c'est-à-dire que euh, mon, dans mon approche, il y a aussi une approche historique de notre histoire, de nos ancêtres, de l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, et plus loin que ça aussi quelquefois, arrière-grands-parents. Et c'est l'approche systémique, c'est qu'est-ce qui, dans notre histoire du passé, de nos parents et ancêtres, vient raconter dans nos comportements, dans nos mécanismes, dans nos réussites, dans nos échecs, dans nos blocages, dans nos joies, et dans notre puissance, etc. Et je suis aussi énergéticien et j'utilise aussi différents outils de communication relationnelle inspirés de Jacques Salomé et Valéria. J'utilise aussi l'hypnose ericksonienne quelquefois pour aller dans des approches un peu plus au niveau de l'inconscient et de faciliter certaines transformations. Et puis, j'anime des constellations familiales avec ma femme et elle anime également avec moi des outils de psychodrame qui s'appellent le jeu du roi-reine et qui permettent de travailler sur notre royaume intérieur et toutes les facettes de nous qui font ce que nous sommes et comment tout cela s'équilibre dans la vie réelle et comment identifier et où j'ai besoin de développer certaines de mes facettes plus que d'autres. Voilà. Donc, j'ai une approche globale de la santé psychologique, émotionnelle. De, je m'occupe aussi beaucoup de la santé, la prévention, la santé et la sexualité des adolescents. J'ai beaucoup travaillé de planning familial dans les collèges, dans les lycées, avec les centres sociaux, etc. Et donc, mon métier, en gros, c'est aider les gens à être plus heureux. Et c'est plutôt sympa comme métier, j'avoue. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir vivre cette expérience un peu nouvelle pour moi de travailler à distance comme ça, en Zoom, avec toi, Karen. Heureusement que c'est toi, c'est facile. Merci de me permettre ça. Donc, voilà, il y aura peut-être des possibilités de poser des questions. Karen me les Oui, nommera s'il y en a. c'est ça. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de mettre votre micro en off, parce que sinon, dès que vous allez bouger, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Zoom, votre, euh, votre visage va apparaître en grand comme si vous alliez intervenir. Donc, en fait, il y a le petit micro en bas sur la gauche. Il faut juste appuyer dessus et en fait, ça se met en barré. Voilà, le micro barré. Et si vous voulez prendre la parole, vous rappuyez dessus pour parler, ou alors vous avez sur le côté, enfin, la possibilité de prendre le petit chat pour discuter. Alors celui-là, je sais pas comment on y accède. Je pense que on doit y aller sur le plus, peut-être. Bon, vous voyez que je ne suis pas une experte en Zoom. Je suis dans le même état que vous. Enfin, ou pas, parce que peut-être qu'on a des experts. Je crois qu'on va sur discussion quand on veut mettre un message. Et il est où, cette discussion? En bas, Tu as une barre en bas, Karen, il y a marqué discuter, réaction. Si tu peux peut-être glisser pour la faire monter si elle apparaît pas. Ah, mais moi, elle est déjà affichée sur le côté, donc c'est peut-être pour ça que je la vois plus. Ah, J'ai mais ma barre d'écran sur le côté et j'ai tous vos messages. Donc, ah oui. bon. Mais je pense que ça marche, hein, on peut avancer. Bon, bah oui, ça marche, effectivement, j'ai des messages, j'ai des Euh, messages. Parfait. Alors, du coup, bah, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, on a choisi avec Michel la thématique de mieux communiquer ensemble et en famille. Donc, Michel, il est habitué de ces thématiques, il a plein d'outils. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions par rapport à vos situations et voir s'il peut apporter des réponses à des situations qui posent problème dans le cadre de votre famille.
Bon après sinon, Michel va nous partager toutes ses connaissances, pendant on va dire, ben 30-45 Longtemps. minutes. En fait, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. S'il y a une question Oui, dans la discussion, ben, on peut en parler sur le moment et puis on pourrait passer la nuit à aborder ce sujet tellement riche que qu'est la communication relationnelle dans la famille. Donc, je pense aussi peut-être que c'est chouette que je sois pas en monologue et que s'il y a une intervention à un moment donné, qu'est-ce que tu en penses, Karen? bah, au pire, moi je te ferai la Voilà. conversation pour pas que tu te sentes D'accord, ça seule. va. Ça va. Bon, bah, je te laisse, la parole. Moi, je mets mon micro sur off et de temps en temps, je te fais un signe si je vois que tu es seule. Oui, merci. Euh, c'est du coup, comme c'est un sujet très vaste. Euh, je, je dirais que si vous nous rejoignez ce soir, c'est parce que vous êtes intéressé par le sujet de mieux communiquer avec avec son mari, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants avec mes parents, même les adultes avec mes parents quand ils sont encore en vie, parce que c'est bien compliqué quelquefois quand on est adulte et qu'on est soi-même parent d'avoir une communication saine et juste avec son papa et sa maman plus âgés et en même temps c'est un vrai défi parce que je crois que le plus la plus grande expérience que nous faisons dans notre vie, c'est de vivre des émotions importantes, fortes et précieuses à travers des relations nombreuses avec nos proches et aussi des interactions sociales dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie d'amoureux ou d'amoureuse, dans notre vie intime, mais aussi, je dirais, au quotidien. Donc, c'est un grand sujet et qui mérite on y revienne de nombreuses fois parce que c'est tellement riche et subtil que je vais forcément pas apporter des réponses à quoi que ce soit, enfin peut-être à quelque part, mais en tout cas des réponses générales, non, parce que chaque personne présente ici ou qui entendra cette vidéo, euh, c'est important que vous entendiez que vous êtes unique et exceptionnel et que on peut quelquefois faire des généralités et ce soir ça va être plus des généralités de par le côté collectif de cette réunion-là et en même temps que forcément pour chaque personne raconte une histoire personnelle, une histoire de vie, une histoire d'enfant, une histoire de naissance, une histoire de 9 mois dans le ventre, dans l'utérus d'une maman, avec 50% de gènes d'un papa et 50% de gènes d'une maman, avec aussi des grands-parents qui ont influencé nos parents et des arrière-grands-parents qui ont influencé nos grands-parents, etc., etc. Donc, naturellement, il y a beaucoup à dire. Et tout cela influence la manière dont nous vivons nos relations et la manière dont nous vivons les émotions qui nous traversent. On n'est pas tous égaux avec les émotions. Euh, pour vous faire une petite synthèse de d'où ça vient, en fait, une partie de notre cerveau qui s'appelle le système limbique se développe et se programme en quelque sorte pendant les 8 premières années de la vie. C'est pour ça qu'on dit souvent que 7 ans, c'est l'âge de raison, parce que d'une certaine façon, le cerveau émotionnel s'est programmé, a créé sa propre réalité du monde des adultes, et que à travers ça, et c'est bien imparfait forcément, puisque les adultes, nos parents et les adultes référents qui nous ont inspiré cette réalité, eux aussi sont influencés par leur propre histoire et leurs propres blessures, etc. Donc, autant vous dire que pendant ces 7 premières années de la vie, notre système émotionnel se construit avec l'approche
émotionnel de ceux qui nous accompagnent dans cette première année. Comment papa et maman sont à l'aise, étaient eux-mêmes à l'aise avec leurs émotions, comment ils pouvaient les identifier, comment ils pouvaient les nommer, comment ils pouvaient reconnaître chez leurs enfants que nous avons été, ben là tu es en colère, ou là tu es triste, et c'est normal que tu puisses ressentir ça, et tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être dégoûté, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être joyeux. Euh, Maintenant, on va apprendre ensemble comment faire avec ces émotions fortes. La colère, tu as le droit de l'exprimer et c'est nécessaire que tu l'exprimes, mais on va apprendre à le faire sans violence pour que tu puisses quand même l'exprimer et qu'en même temps, ça n'abîme personne autour. Et pareil avec la tristesse, tu as le droit d'être triste. Qu'est-ce qui se passe et de quoi tu as besoin. Donc, l'idée, c'est que ce soir, on fait un petit package de qu'est-ce qui se joue pour nous dans nos émotions, dans notre système personnel, dans notre histoire personnelle, et comment ça se matérialise dans notre communication. J'ai envie de vous dire que si les émotions, on pouvait les représenter dans un graphique en demi-fromage, on va dire en demi-camembert, et que on identifie 4 zones, euh, pour faire simple, hein, 4 zones émotionnelles. On va dire qu'il y aurait la zone verte au départ, puis ensuite la zone orange, puis ensuite la zone rouge, et puis ensuite la zone noire. Ces 4 zones représentent en quelque sorte les différents degrés d'intensité émotionnelle. Quand on est dans la zone confortable, je dirais la première moitié, la zone verte, c'est que tout va bien et que on est en sécurité et qu'on peut échanger avec l'autre, échanger sur ben là, j'aimerais, j'ai besoin de ça, j'aimerais ceci, et l'autre répond, je ressens ceci, et donc il se passe une interaction et tout est fluide. Quand il se passe quelque chose qui vient piquer quelque chose à l'intérieur de nous, piquer une vieille blessure, venir nous toucher à un endroit qui est encore douloureux, et forcément qu'il y en a, et forcément qu'il y en aura toute la vie, des endroits douloureux. À ce moment-là, on peut identifier qu'on passe dans une nouvelle zone, qui est un état de vigilance, c'est-à-dire une zone dans laquelle on est encore en capacité de réfléchir et de mettre en place une stratégie pour résoudre le problème, en exprimant comment je me sens, en exprimant de quoi j'ai besoin et en étant en capacité encore de chercher un espace de négociation avec l'autre en faisant une demande la plus claire possible qui permette à l'autre de répondre ou bien de négocier un espace pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Ces 2 zones, la zone verte et la zone orange, sont des espaces dans lesquels on peut résoudre des situations simples ou complexes. Souvent, cette zone orange, elle n'est pas clairement identifiée à l'intérieur de nous. Parce que dans cette zone orange, on entend souvent des personnes qui disent ça va, là je gère, ou ça va aller, ou ça va aller mieux, ou alors c'est bon, je tiens bon et je vais pouvoir surmonter ça. Et puis, je dis je vais pouvoir surmonter ça une fois et je stocke. Et je dis je vais pouvoir surmonter ça 2 fois et je stocke. Et je dis je vais pouvoir surmonter ça 3 fois et je stocke. Et puis, à force de stocker, j'arrive à encaisser et je prends sur moi et la pression monte. Et cette pression émotionnelle qui monte et qui ne peut pas être exprimée ou qui est quelquefois mal exprimée ou tout simplement pas identifiée. Ça, c'est l'histoire de ma programmation première d'enfant. À ce moment-là, il se peut que ça passe dans le rouge. Et là, dans le rouge, il se passe quelque chose de différent. C'est que une partie de mon cerveau se met en état d'alerte. Et quand je suis en état d'alerte, euh, il y a quelque chose de l'ordre du danger majeur qui s'active. Et quand je suis en danger, mon mode de communication devient forcément à ce moment-là très différent. Parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui se coupe. C'est cette partie du cerveau qui permet la réflexion, de mettre des stratégies en place, d'échanger avec l'autre,
et de chercher des solutions. Cette partie-là, elle se coupe. Et il y a une autre partie qui prend la main et qui prend la situation en urgence. C'est notre cerveau, que j'appellerais notre cerveau archaïque, notre cerveau animal, et qui, lui, est une partie de cerveau qui est un cerveau de survie, en quelque sorte. Ce cerveau de survie, lui, n'a que 3 fonctions. C'est un cerveau basique, archaïque, historiquement, je dirais, animal, notre part d'animalité. Ces 3 fonctions, c'est la fuite, la combativité ou le figement. C'est-à-dire figement, c'est je fais le mort, je me terre et je peux me tétaniser ou je peux fuir physiquement ou à l'intérieur de moi parce que je n'ai plus la capacité de réagir. Dans ces 3 fonctions-là primaires, je ne suis plus dans une démarche de communiquer avec l'autre pour chercher une solution, je suis dans une démarche de détruire l'adversaire. Et là, c'est pas pareil. Cet état de survie est fondamental quand je suis réellement en danger de mort, en danger vital. Et là, c'est nécessaire. Sauf que dans 99% des cas, je ne suis pas en danger de mort, en danger vital. Donc, je vais me mettre dans une énergie de destruction et je vais chercher à avoir raison et je ne vais plus écouter, je vais me battre ou je vais fuir ou je vais me figer, mais je vais rentrer dans quelque chose qui va abîmer la relation. Si je suis dans la culpabilité et que cette émotion-là est contre moi, dans cette zone-là, je vais commencer à avoir envie de me faire du mal. Je vais être violent envers moi. Ça va être une violence implosive et je vais nourrir cette culpabilité et la traduire des fois par, chez les adolescents par exemple, on voit souvent des états dépressifs, on voit des scarifications, on voit des jeunes, mais des adultes pareils en fait, hein, qui vont sombrer dans des addictions, etc. Parce que c'est une violence coupable, implosive, qui ne sort pas et qui ne peut pas être verbalisée. Et donc, quand ça n'est pas verbalisé avec des mots MOTS, ça se manifeste et ça s'imprime dans le corps avec des mots et des souffrances intérieures. Donc, l'idée, c'est que si je suis dans le rouge et que je veux communiquer avec quelqu'un, la seule possibilité utile à nourrir la relation est de faire une pause. Je fais une pause. Dans le rouge, je fais une pause pour pouvoir redescendre, me retrouver la sécurité, suffisamment de sécurité, et revenir dans une zone orange où là, je peux reprendre la communication et de nouveau chercher des solutions. Sinon, je suis plus en relation. Je suis isolé avec un instinct de survie qui m'empêche en fait d'aller là où je veux aller, c'est-à-dire trouver une solution. Je ne peux plus écouter convenablement, je ne peux plus communiquer d'une manière équilibrée ou je dirais d'une manière bienveillante et bientraitante. Et je ne suis plus dans un comportement qui donne envie à l'autre, en tout cas, de venir à moi. Pour peu que l'autre soit dans le même état, vous imaginez la catastrophe. Et là, si je ne fais pas une pause dans la zone rouge pour redescendre à un niveau plus confortable, je vais basculer dans ce que j'appelle la zone noire, c'est l'implosion ou l'explosion, et des fois les deux. J'implose et ensuite j'explose parce que j'ai tellement stocké que de toute façon, ça va sortir. Et si ça sort pas, ça va déclencher chez moi des traumatismes, des maladies, des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs dans le dos, des douleurs dans les genoux, des douleurs dans le foie, la rate, l'estomac, les poumons, le cœur, etc. Ça va dépendre. Et là, on est dans forcément quelque chose que j'imagine personne ne souhaite. Donc l'idée,
c'est que pour communiquer autrement, je dois d'abord communiquer avec moi-même et me demander comment je me sens, mettre des mots sur dans quel état je suis là réellement. Et quand j'ai identifié comment je me sens et que j'appelle un chat, c'est-à-dire si je me sens mal, que je suis triste, est-ce que je peux identifier que je suis triste? Est-ce que si je suis en colère, je peux identifier que je suis en colère? Est-ce que si j'ai peur, je peux dire j'ai peur? Est-ce que je peux reconnaître en fait l'émotion qui me traverse et qui prend beaucoup de place à l'intérieur? Est-ce que je peux reconnaître que je suis frustré et que du coup cette frustration peut-être me met en colère? Peut-être que la peur enclenche chez moi un mécanisme de colère. Peut-être que la tristesse enclenche chez moi un mécanisme de colère. Peut-être que une émotion va se traduire et s'exprimer à travers une autre. Ça arrive aussi. Quand je peux identifier comment je me sens et de quoi j'ai besoin, déjà, je crois que on a fait un grand chemin vers soi et qu'on peut commencer à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir ensuite exprimer une demande claire. Ce que je ne peux pas résoudre moi-même parce que je suis en relation avec quelqu'un d'autre qui produit chez moi de la souffrance, je vais devoir exprimer une demande. Et cette demande, elle est basée sur une notion, en fait, qui est, en gros, c'est comment je me sens en sécurité avec toi ou comment je me sens aimé de toi. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est assez subtil, mais euh, la manière que j'ai, moi, de me sentir en sécurité, déjà, si je peux identifier que je me sens mal, donc j'ai une émotion qui me traverse, c'est ma part d'enfant qui ressent cette émotion. Elle est intense, elle est puissante, elle est potentiellement violente à l'intérieur. Et donc là, je vais pouvoir potentiellement aussi exprimer à celui qui est en face, si c'est possible, quand c'est possible. C'est pas toujours le cas. Quelquefois, la fuite ou le figement est nécessaire parce que avec certaines personnes, il n'est pas possible de communiquer. Si vous êtes dans cette zone orange où vous pouvez chercher un espace de négociation et que l'autre est dans le noir et qu'il est en train de péter un câble, c'est pas là que vous allez pouvoir communiquer avec l'autre, y compris avec nos enfants. Quand un enfant est débordé par une émotion, c'est pas le moment où on va pouvoir raisonner parce qu'il n'y a pas de capacité de raisonnement quand je suis débordé par une émotion qui me submerge. La capacité de raisonnement, elle est quand l'émotion s'est apaisée, que j'ai retrouvé, que je me suis apaisé et que du coup je me sens plus en sécurité, que je peux de nouveau éventuellement échanger et dire il s'est passé ça, j'ai ressenti ceci, euh, en fait je me sens pas compris ou alors je me sens pas écouté ou je me sens pas reconnu, etc. Souvent, j'entends que quelquefois, on peut avoir la sensation que c'est les autres qui nous mettent dans le rouge. Et c'est aussi une réalité que en face, il peut y avoir quelqu'un qui va déclencher chez moi une émotion forte et une réaction forte. Quand quelqu'un d'autre me donne le sentiment qu'il est capable de me déclencher, c'est que cette autre personne en face est en train de venir appuyer chez moi à un endroit où c'est piquant et un endroit que peut-être j'ai du mal à regarder tout simplement, ou bien parce que je ne l'ai jamais vu, cet espace qui est encore blessé ou qui est encore sensible. Il y en aura toute la vie, hein, des espaces sensibles et des espaces blessés. L'idée, c'est qu'il y en ait de moins en moins et que ce soit de plus en plus confortable. Si la sensation que l'autre me déclenche déclenche chez moi des réactions viscérales et que ça me fait péter un câble, si je ressens ça, ça veut dire que à ce moment-là, potentiellement, il va y avoir à poser quelque chose et à regarder ensemble plus calmement à quel endroit ça me fait briller. Donc,
c'est là qu'il va y avoir cette capacité d'évaluer si on est tous les deux en capacité de communiquer. Si les deux sont dans le rouge, on ne peut pas communiquer. On a juste envie d'avoir raison et de détruire l'adversaire. Si il y en a un qui est dans la zone verte ou dans la zone orange et que l'autre est dans le rouge, on ne peut pas communiquer. Parce qu'il y en a un qui va essayer de partager une valeur et l'autre va pas être en capacité de l'entendre et va réagir avec des attaques. Et donc, on reviendra sur quelque chose de stérile. Si il y en a un qui est dans le noir et qu'il est en train de péter un câble, on ne peut pas communiquer. On n'est pas dans communiquer, ça veut dire mettre en commun. Ça veut dire venir chercher un espace dans la relation où il y a une identité d'un côté, une identité de l'autre. Vous avez vu, j'ai les poings fermés, mais on peut l'ouvrir avec les mains ouvertes. Et que ces deux personnes-là ont créé une relation au milieu qui font que cette relation-là au milieu, elle est à nourrir à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que je peux écouter ce que l'autre est en train de me dire? Est-ce que je peux entendre ce que l'autre est en train de me dire? C'est pas la même chose. Est-ce que je peux juste, euh, j'ai envie de dire, me taire le temps nécessaire pour entendre tout ce que l'autre a à me dire? Est-ce que je peux ensuite laisser infuser ici tout ce que ça me provoque chez moi, ce que l'autre me dit, avec mes filtres à moi, mes blessures à moi, mes fragilités à moi? Et comment, à ce moment-là, je peux renvoyer un message, une information qui soit suffisamment saine, j'ai envie de dire, et bien traitante, pour que l'autre puisse ici l'entendre, l'accueillir jusque-là, infuser avec, et ensuite, éventuellement, repartager ce qui se passe ici pour cette personne et ce qui se passe ici pour cette personne. Quand cette personne-là vient dire ce qui se passe ici, et vient dire tu fais pas ça, tu es pas ci, tu n'es pas ça, tu comprends rien, tu m'écoutes pas, à la sortie, ici, on s'occupe pas de ce qui se passe chez nous, on s'occupe de ce qui se passe chez nous. Et forcément, ça déclenche une réaction parce que l'autre se sent intrusé, se sent maltraité, se sent pas compris, se sent pas reconnu, se sent même intrusé dans son intimité quelque part. Et à ce moment-là, il y a un jugement. Et Et si les deux font ça, c'est tu, oui, mais toi, oui, mais toi, oui, mais tu t'es vu, oui, mais c'est ceci, oui, mais toi, c'est même. Et on est à se justifier, on est à tenter d'avoir raison, là où l'autre n'est pas capable, à ce moment-là, d'accueillir parce qu'il est dans le rouge ou qu'il est dans le noir. La seule clé, c'est que dans le rouge ou dans le noir, on ne cherche pas à résoudre le problème. On cherche à redescendre dans une zone plus confortable. Des fois, le silence peut permettre de faire une petite pause et de revenir à quelque chose de plus cohérent. Des fois, sortir prendre l'air ou changer de pièce, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, pas 10 jours, hein. On prive pas la parole pendant 10 jours à quelqu'un. Là, c'est une prise d'otage. On parle même une journée ou même 2 jours. Juste, on peut faire une pause. Quelquefois, c'est plus long. Si vraiment la situation est très douloureuse, vient toucher à quelque chose de très sensible, à ce moment-là, il va falloir peut-être un peu plus de temps. Oui, je vois quelqu'un qui me dit la nuit sur le balcon. En effet, peut-être que alors, la nuit sur le balcon, c'est interdit, hein, ça, c'est pas juste. Je crois, en tout cas. Mais en tout cas, des fois, on peut peut-être dire, on dit, il y a une proverbe qui dit une porte conseil. En tout cas, chercher à argumenter quand les deux ne sont pas au même endroit, en capacité de vraiment être à l'écoute de l'autre, c'est inutile. C'est juste inutile de chercher à argumenter quand un des deux n'est pas capable, ou les deux ne sont pas capables d'écouter vraiment. Et écouter vraiment, c'est une sacrée galère. Écouter vraiment, c'est vraiment une sacrée galère. Parce que ça demande
Ça demande à la fermer un peu, quelquefois. Ça demande aussi d'accueillir ce que l'autre exprime tant qu'il parle de lui, hein, tant que l'autre parle de ce qu'il ressent. Ça demande d'accueillir ce que ressent l'autre sans avoir envie de répondre. Quand on est dans l'émotion et que l'autre nous dit quelque chose qui nous semble tellement injuste, tellement violent, que je me sens incompris, que je me sens un étranger presque, que j'ai l'impression de me sentir tellement seul à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire que de faire une pause et de prendre le temps d'écouter l'autre jusqu'au bout. Si, quand j'écoute l'autre, je suis en train de réfléchir à comment je vais déjà réagir, parce que déjà ça monte en moi alors que j'ai pas entendu la fin et la suite de ce que l'autre est en train d'exprimer, eh bien, quelque part, on passe à côté de quelque chose. De l'autre côté, si l'autre parle sans cesse et ne laisse pas, à un moment donné, la place qu'il y ait un équilibre et que les deux puissent échanger librement et de manière assez équilibrée, il va pas y avoir non plus de communication. Parce que s'il y en a un qui parle en boucle et que l'autre n'a pas la possibilité, à un moment donné, de dire j'entends ce que tu m'as dit. Et pour moi, c'est pas la même chose qui se passe. Pour moi, il se passe ça. Quand toi tu dis il se passe ça pour toi, pour moi, il se passe autre chose. Permettre que les deux puissent entendre le point de vue de l'autre, c'est autoriser l'autre à, j'ai envie de dire, nous donner des clés, en fait. Écouter, c'est accueillir les clés que l'autre peut nous donner si l'autre ne parle que de lui. Si l'autre parle de moi, il me donne pas des clés, il me les balance à la figure. Et donc, j'ai pas envie de prendre ta clé, en fait. J'ai pas envie que tu me trouves des solutions. J'ai pas envie que tu juges ce que je suis en train de ressentir parce que ce que je le ressens, tout simplement. J'ai juste envie de pouvoir m'exprimer sans qu'il y ait d'argumentation ou de réponse ou de justification. C'est frustrant pour moi parce que ça mériterait qu'on se parle un peu plus et Euh, que vous puissiez dire du, oui, oui, du coup, Michel, je pensais à quelque chose pendant que tu vas-y. parlais. Parce que ce que je vois depuis des années par rapport à déjà tout ce qu'on avait nous entrepris au démarrage du centre social avec les ateliers d'échange, j'ai quand même des personnes qui mettent en pratique ce que tu as enseigné ou ce qu'elles ont pu voir par ailleurs sur la communication. Euh, mais ce qu'elles me disent souvent comme retour, c'est difficile en fait quand toi tu avances sur le chemin de la communication, comme tu dis, quelque chose se fait à deux, et quand la personne avec qui tu vis, que ça soit les parents, le compagnon ou des adolescents, parce qu'avec les petits c'est encore différent, n'ont pas envie de partager ce même échange avec toi où chacun s'écoute et apprend à avancer sur la manière dont il vit les choses, la manière dont il va réagir, parce qu'apprendre à s'observer, c'est quand même quelque chose qui est pas naturel chez tout le monde et puis qui s'apprend. Et j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment on peut s'y prendre quand nous, on est dans cette démarche de... Parce que je pense que les personnes qui sont là ce soir, c'est des personnes qui ont envie de mieux communiquer avec les autres et qui ont peut-être déjà des clés, des outils, mis en place des choses. Mais quand en face de soi, ça bloque, comment on s'en sort? Hmm. Alors, la baguette magique. Euh, il y a
il n'y a pas une réponse générique. En fait, il y a des cas particuliers. Il n'y a que des cas particuliers. Parce que la manière dont une personne va, la qualité de la relation qu'une personne va avoir avec une autre personne va être différente que cette même personne avec une autre personne encore, que cette même personne avec une troisième personne. Euh, donc, ce qui se joue, c'est la relation. Et j'ai envie de dire, comme chaque relation est unique, ce qu'il va falloir, c'est décrypter ce qui se joue dans la relation. Et quel est l'enjeu, en fait? Est-ce que je veux avoir raison? Est-ce que je cherche réellement dans ce que je communique à l'autre à ouvrir un espace de négociation et de sécurité? Est-ce que je reproche quelque chose? Si je reproche, je vais poser dans la relation à l'autre des, des critiques ou des reproches, alors que je peux exprimer la même chose en parlant de moi. Et ça va pas se ressentir de la même façon. Est-ce que l'autre, où en est l'autre en fait aussi dans sa capacité à communiquer? Bien sûr qu'on n'est pas tous au même niveau. Bien sûr que quand dans un couple, par exemple, ou dans une famille, il y a quelqu'un qui prend conscience de toute l'ampleur de la richesse de ce qui se joue dans la relation, bien sûr que cette personne-là, elle va avoir envie d'explorer d'autres façons de faire. Et j'ai envie de dire que la clé, c'est la sécurité. La relation, elle va pouvoir changer si les deux se sentent en sécurité. Et c'est pas parce qu'on est un bonhomme de 90 kilos et avec des gros muscles que pour autant on se sent en sécurité. On peut se sentir complètement déstabilisé par une petite fille ou un petit garçon de 6 ans ou par notre femme ou une camarade d'école ou par un collègue de travail. En fait, c'est pas une question. Là, dans la relation, c'est pas une question de puissance et de muscle ou de taille. C'est une question de où j'en suis et, et, et qu'est-ce qui fait que je me sente à ce point en insécurité, qui fasse que je ne dis rien, j'arrête de parler ou j'arrête de communiquer ou je boude ou je fais la gueule ou j'abandonne. Qu'est-ce qui fait que je baisse les bras dans la relation? Qu'est-ce qui fait que j'ai tellement peur de dire ce qui est vraiment au fond de moi? Peut-être j'ai peur que l'autre me juge, peut-être j'ai peur que l'autre me quitte, peut-être j'ai peur qu'on ne m'aime plus, peut-être j'ai peur d'être trahi et que l'autre raconte ce que je suis en train de lui dire de très intime ou ce que j'aimerais pouvoir lui dire à d'autres personnes. En fait, il y a plein de possibles. Il y en a plein d'autres. Hein. Donc, ce qui va être nécessaire, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se joue dans cette relation-là? Qu'est-ce qui fait que un des deux va tenter de parler et comment il s'exprime? Comment il dit les choses? Et qu'est-ce qui fait que même s'il les dit correctement, l'autre en face ne, ne peut pas faire la même chose? J'ai envie de dire, si la clé, vous ne la trouvez pas dans la relation, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'un petit coup de main pour identifier ce qui se joue d'un côté et de l'autre, et pour pouvoir déposer cette insécurité, pour pouvoir trouver qu'est-ce qui génère cette insécurité. Quand on est dans une émotion et qu'on n'arrive pas à communiquer avec l'autre sur ce qui se joue vraiment au fond de soi, c'est qu'il y a une insécurité. Elle peut être historique, elle peut être une insécurité qui raconte ma relation à papa-maman, ou à mes grands-parents, ou à mon oncle, ma tante, ou bien mon grand frère, ma grande sœur, ou autre. Hein, voilà. Et ça peut être une insécurité qui va du coup se reproduire dans mes différentes relations. Peut-être qu'à mon travail, je vais être quelqu'un un leader et quelqu'un de très
meneur et dynamique, que ce soit un homme et une femme, et peut-être qu'à la maison, je suis tout petit, je m'écrase, je me laisse écrabouiller par tout le monde, par mon mari, ma femme, mes enfants. Peut-être que donc qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui fait que là, je n'y arrive pas? Je ne sais pas si ça te parle, Karen, ce que je suis en train d'exprimer là? Tout Je peux à aller dans fait. cette direction ou pas? Oui, oui, tout à fait. Et je me disais, quand tu nous partageais tout ça, en fait, finalement, c'est une erreur de penser que si tu as les bonnes clés pour communiquer, comme si tu avais une clé magique avec des outils de communication, puisqu'on met souvent en avant les outils de communication. C'est un leurre finalement de penser qu'il suffit d'avoir les bons outils pour que la relation s'améliore. Il faut aussi qu'il y ait une part de modification interne et de prise de conscience de ce qui se joue de notre côté et qui du coup influence aussi l'autre. C'est pas qu'une question de bons mots ou de... Oui et non. Oui et non. Disons que si on cherche et on va explorer d'autres manières de communiquer soi-même, c'est déjà précieux. Parce que ça ouvre, déjà, ça libère au moins une des deux parties dans la relation. Donc, ça ouvre cet espace-là qui permet d'entendre différemment ce que l'autre a à me dire et d'exprimer les choses différemment. Donc, forcément, c'est précieux. Ensuite, c'est ici, c'est comment l'autre en face, euh, de quoi l'autre en face a besoin pour s'autoriser à s'exprimer aussi. Et ça, c'est plus subtil. Donc forcément, quand je change quelque chose à ce goût-là de la relation, forcément, je change de place quelque part. Je me mets dans une autre énergie, dans une autre volonté, dans une autre, oui, dans une autre énergie, c'est dans une autre dynamique. Et forcément, ça va faciliter de l'autre côté, ça va en tout cas donner plus de chances à la relation globale de s'améliorer parce que je vais générer moins d'insécurité ici, je vais parler de moi, je vais pas parler de l'autre en accusant, en menaçant, en reprochant, etc. Et je vais dire, bah oui, quand tu fais ça, en fait, quand tu as tel ou tel comportement, ben, moi, ça me fait peur, ou alors moi, ça me met en colère parce que ça me ramène à, à des choses qui sont douloureuses pour moi et j'ai l'impression que tu vas me quitter, ou bien j'ai l'impression qu'en fait je suis nul et quand j'ai l'impression que je suis nul, je me sens petite fille ou petit garçon et quand j'ai l'impression que je suis nul, en fait aujourd'hui je supporte plus que quelqu'un puisse croire que je suis nul parce que je suis pas nul et donc je vais te le faire entendre, je suis pas nul et donc c'est pas moi et puis après je monte. Donc, c'est la subtilité, c'est que déjà, si moi j'arrive à communiquer ici autrement, j'ai beaucoup plus de chances qu'en face, ça s'ouvre et que ça offre un espace de sécurité beaucoup plus confortable pour que ça vienne. Ça va pas venir nécessairement comme un claquement de doigts. Ça peut prendre un certain temps. Parce que quand on a eu une relation difficile, tendue pendant une période, ça abîme ce lien ici. Ça abîme ce lien. Et cette tension ou ce lien qui a été abîmé va demander un certain temps pour être réparé, pour que l'autre puisse se sentir rassuré sur le fait que mon mari, ma femme, mon enfant est en train de changer de fonctionnement ou mon parent est en train de changer de fonctionnement avec moi, il va falloir un certain temps, il va falloir plusieurs fois, plusieurs tentatives, plusieurs expériences pour que l'autre puisse commencer à se dire, bon, en effet, là, il réagit plus comme ça, elle réagit plus comme ça, donc peut-être je vais pouvoir dire quelque chose. Et si je dis quelque chose enfin, qu'est-ce qui va se passer en face? Si je dis quelque chose et que je prends mon courage à deux mains et que je tente d'exprimer quelque chose, est-ce que je vais me faire défoncer en face parce que enfin j'ai ouvert la bouche ou est-ce que je vais être entendu calmement et écouter vraiment? Donc oui, si un des deux
a des clés de compréhension et des outils de communication différents, c'est facilitant, forcément. Ça va améliorer le pourcentage de chances que la relation soit plus douce. Quelquefois, ça va permettre à l'autre, au bout d'un certain temps, de se sentir en effet plus en sécurité, mais ça doit s'expliquer ça. C'est-à-dire qu'en même temps que je communique autrement, je dois expliquer quel est le mécanisme que je cherche à mettre en place et que ce mécanisme sera forcément imparfait et qu'il y a des moments où je vais me planter et où je vais encore te parler comme je te parlais avant. Parce que, parce que ça me déborde, parce que tu me déclenches, parce que tu m'exaspères, parce que ça me saoule, parce que ça me rend fou, parce que ça me rend folle. Oui, que c'est raison. Il va y avoir forcément des moments où je vais encore vriller, encore me casser la figure. Et est-ce que j'ai le droit de me casser la figure encore? Est-ce que j'ai le droit de, de me tromper? Est-ce que j'ai le droit de communiquer d'une manière inadaptée quelquefois? Et est-ce que je peux entendre de toi que je me suis mal exprimé? Est-ce que, est-ce que je suis dans l'argumentation? Est-ce que je suis dans le monologue? Est-ce que je suis dans l'envie de partager ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quand tu me dis ça ou quand tu te comportes comme ça m'ouvre en deux, en fait. Je me sens perdu. J'ai peur. Ça me met en colère parce que ma sœur, elle faisait ça avec moi et que jamais plus personne fera ça avec moi. Et donc, ça me met dans une réaction folle. Ou alors, au contraire, quand il se passe ça, en fait, j'ai plus qu'une envie, c'est de me terrer dans mon trou et de disparaître. Je me sens écrabouillé. Ça dépend. Il y a un côté, il y a l'autre. Un qui se sent écrabouillé alors que l'autre a peut-être pas du tout l'intention de l'écrabouiller. Et donc, à force de se sentir écrabouillé, peut-être qu'à un moment donné, ouah, il va exploser. Et là, vous voyez, je me sens écrabouillé dans le orange et je stocke et je dis ça va, c'est pas grave, 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 et paf, je bascule dans le rouge. Et là, ça devient grave parce que là, je me mets à attaquer aussi. Ou alors, je me mets à m'attaquer moi-même. Et là, je disparais, je me meurtris. Ça amène à des comportements d'autodestruction et de sabotage. Donc, pour répondre à ta question simplement, oui, bien sûr que si un des deux a cette volonté de communiquer autrement, tenez bon, mais tenez bon. Et dites en face, j'ai vraiment envie de communiquer autrement, peut-être je m'y prends mal, peut-être je sais pas faire, peut-être je fais trop de suppositions de ce que tu attends ou de ce que tu as besoin. Et à un moment donné, posez la question à l'autre. En fait, comment toi tu te sens et de quoi tu as besoin? Et quand vous posez cette question à l'autre et que vous lui ouvrez un espace de parole, taisez-vous. Taisez-vous. Pas facile. C'est pas facile. Mais quand vraiment vous posez la question à l'autre, est-ce que vous posez vraiment cette question à l'autre? Ou est-ce que vous avez déjà anticipé la réponse? Mais non, il n'y a rien, c'est bon. Ou alors, si vous posez la question, écoutez la réponse. Et écoutez la réponse jusqu'au bout. Et quand vous avez entendu la réponse, que vous l'avez écoutée, que vous n'avez pas cherché des arguments pour contre-attaquer, mais que vous l'avez écouté, que vous avez pris en compte ce que l'autre ressent. Faites une pause. Laissez le temps que l'information viscérale qui vous remue à l'intérieur, qui vous fait ressentir de l'injustice, de la trahison, de l'incompréhension, de la solitude, qui vous fait monter peut-être de la violence, qui vous fait peut-être donner envie de vous barrer ou de fondre en larmes. Ben, ok, écoutez ça aussi. Et c'est ça qui est difficile en fait. C'est je dois écouter l'autre complètement. Et je dois m'écouter moi aussi complètement dans ce que je ressens, dans ce que l'autre me dit. Qu'est-ce que ça vient faire réagir en moi quand l'autre me dit ça, quand l'autre se comporte comme ça, quand l'autre fronce son sourcil droit là, et que ce sourcil droit quand il fronce, je sais qu'après ça, je vais prendre cher. Et donc, ou bien je panique, ou bien je me mets déjà en attaque. Regardez qu'est-ce qui se passe comme réaction.
Et là, si vous êtes dans cette réaction, c'est que vous êtes dans le rouge. Est-ce que j'ai envie de fuir? Est-ce que j'ai envie de me battre? Est-ce que j'ai envie d'anticiper sur ce que l'autre va potentiellement me dire? Oui, je sais que tu crois ça. Est-ce que je vais faire des suppositions? Est-ce que je vais demander? Mais là, en fait, je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que tu veux dire que tu crois ça, ça et ça? Parce que c'est pas du tout ce que je crois. C'est pas du tout ce que je pense. Ou bien, au contraire, OK, aussi, si tu crois ça, ça et ça, peut-être que peut-être qu'il y a une part, de vrai au fond. Peut-être qu'au fond, c'est vrai que j'ai envie de te défoncer à ce moment-là. C'est possible. Je vais pas le faire et j'ai le droit d'avoir envie. Eh oui. Si je peux mettre des mots sur ce qui me traverse et si je peux écouter complètement l'autre silencieusement, avec mon cœur ouvert, mon esprit ouvert à la possibilité que l'autre m'amène et me donne une clé qui est la sienne pour que je puisse accéder à quelque chose de plus intime chez lui. Si l'autre s'exprime avec son cœur, même si c'est quelquefois intense, ben, on peut apprendre à écouter. Et je dis ça, je sais pas toujours faire ça comme il faut, hein. Je, je me vautre moi aussi bien souvent. Et oui, Je sais mais j'ai pas le droit. si... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y, Karen. C'est pour savoir s'il y a des personnes qui ont envie de réagir justement à tout ce que tu viens de dire, parce que c'est fort et voir, comment, chacun, perçoit les choses, pour le mettre en place au quotidien, à la maison. Parce que tu nous as donné, vraiment beaucoup de précisions et c'est imagé, clair, enfin moi ça me parle bien. Donc n'hésitez pas à réagir, hein, mais peut-être ils boivent tes paroles, C'est pas facile de se questionner. Il n'est pas question là nécessairement de poser ici en public des choses très personnelles ou intimes, mais peut-être des choses quelque chose qui vous touche ou qui vous interroge, juste peut-être quelque chose que vous n'avez pas euh, compris ou ressenti dans ce que j'ai tenté d'exprimer. L'idée, c'est que vous puissiez avoir la parole et que éventuellement on puisse aller dans un détail ou dans une précision par rapport à ce que j'ai évoqué. Je pourrais aller beaucoup plus loin, hein, mais c'est chouette aussi que vous puissiez rebondir, on va dire, sur ça si vous le souhaitez. Mais vous n'êtes pas obligé. Alors, moi, j'en profite parce que j'ai une question d'une personne qui, dans le cadre de la communication en famille, elle souhaite communiquer, mais en face, l'autre personne coupe la communication et lui refuse. Donc, là, tu as beaucoup parlé quand on est plutôt dans le rouge, mais quand la communication est rompue et que le lien est coupé. Comment on arrive à retisser du lien et si l'autre ne veut plus parler. Ben, si l'autre ne veut plus parler, c'est qu'il est dans le rouge. C'est qu'il est dans le rouge ou dans le noir. C'est-à-dire que il y a cette partie, on a je nommais tout à l'heure les trois parties du cerveau reptilien qui sont des mécanismes de survie. C'est la fuite, ça peut être la fuite dans le silence, hein. Ça peut être la combativité, et c'est un autre outil de défense et de protection. Et ça peut être le figement et la tétanisation. Certaines personnes, donc je vais évoquer plusieurs options parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une personne se terre dans le silence. Ça peut être parce qu'elle ne croit plus que l'autre peut réellement l'écouter. Ça peut être parce qu'elle est terrorisée à l'idée que si elle s'exprime, elle va être jugée, peut-être condamnée, euh,
sanctionner. Ça peut être que elle a peur, si elle s'exprime, de le faire de manière violente et que ce soit douloureux. Et c'est une réalité, parce que si cette personne se fige, c'est que quelque part, elle est dans une zone émotionnelle qui est dangereuse, qui est un état de danger imminent. Et donc, si je suis en danger imminent, il faut peut-être pas trop que je cherche à négocier là ou à rentrer en communication. Donc là, la question, c'est à lui poser à cette personne, c'est en fait, j'ai envie que l'on communique. De quoi tu aurais besoin pour qu'on puisse se parler vraiment et écouter la réponse. Écouter la réponse, s'il y en a une, totale et complète. Je vais vous donner l'exemple d'un adolescent et qui me disait que d'une adolescente précisément, qui me disait que en fait, elle ne veut plus parler avec son père. C'est un exemple, hein, ça marche avec maman, etc. Enfin, bon, elle ne veut plus parler avec son père parce que quand elle exprime quelque chose à son père, d'émotionnel ou quelque chose qui la travaille à l'intérieur, euh, son père lui prend la parole et la fait et la raisonne et la raisonne pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, vraiment. Et que du coup, elle ne veut plus exprimer quelque chose qui la fracasse avec à son papa, alors qu'elle aimerait pouvoir le faire, parce qu'à la sortie, elle est noyée dans un flot de raisonnements et de paroles et en face qui font que elle arrête de communiquer. Je donne cet exemple, ça ne veut pas dire que c'est la situation que tu décris, Karen, hein, juste je donne cet exemple. Parce qu'il y a plein d'exemples différents, de cas différents. Et cette jeune fille, elle a beaucoup de choses à dire. Et avec moi, en tout cas, au cabinet, elle a beaucoup de choses à me dire. Et je l'écoute. Et des fois, j'ai envie de lui répondre ou j'ai envie de faire des parenthèses et de la laisser, de lui proposer aussi d'autres éclairages. Mais d'abord, je l'écoute. Et je l'écoute longtemps. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Et quand j'ai fini d'écouter, j'essaie de ne pas lui trouver de solution. Je crois que quand on est dans une communication saine et qu'on écoute vraiment l'autre, on ne cherche pas à donner des solutions. L'écoute active, l'écoute totale, j'ai envie de dire, c'est pas une écoute cérébrale. C'est pas un raisonnement de tu me poses ça, et ben tu devrais faire ça. Ou alors moi si j'étais toi, je ferais ci ou je ferais ça. Ou alors mais t'as qu'à faire comme ça et tu verras, ça sera mieux. Et fais ce que je te dis, tu vas voir, ce sera mieux. Ou alors d'aller développer. Non, l'écoute active, c'est de quoi tu as besoin de ma part. En fait, ça veut dire, quand je pose cette question, en fait, quand je demande à quelqu'un que j'aime comment tu te sens et de quoi tu as besoin, derrière cette question, il y a une autre question. C'est, et j'aimerais que celle-là, vous la gardiez avec vous ce soir et plus tard, c'est, en fait, je suis en train de te demander comment tu vas te sentir aimé de moi. Je te demande de me dire comment tu te sentirais aimé de moi. Parce que je t'aime à ma façon et je crois que c'est bon pour toi, mais des fois je me trompe. Et je me trompe, et si l'autre est silencieux, j'ai de grandes chances de me tromper parce que si l'autre est silencieux, je ne peux faire que des suppositions. Donc je ne peux qu'imaginer ce que l'autre pense, ce que l'autre souhaite, ce que l'autre désire, ce que l'autre lui-même suppose de ce que je suis en train de penser. Enfin, je ne peux faire que des suppositions. Et ça, c'est une porte ouverte aux catastrophes. Des fois, je vais avoir raison dans mes suppositions, et puis plein de fois, je vais me planter. Donc,
Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est silencieux, c'est difficile de ne pas faire de suppositions. Donc, si vous faites des suppositions, vous pouvez à ce moment-là évoquer chez l'autre les suppositions que vous faites. Quand tu es silencieux, moi, j'ai l'impression que tu penses ça, ou que tu penses ci, ou que tu crois ci, ou que tu crois ça. Et peut-être je me trompe. Et des fois, ça suffit pour que l'autre dise, mais non, pas du tout. Justement, tu comprends rien, pas du tout. Ok. Tu comprends rien, déjà, on est dans le tu, et il y a un reproche, et ça peut être compliqué. Les accords Toltec, en effet. Ne fais pas de suppositions. Euh, j'ai quelqu'un qui m'écrit chacun est différent et fonctionner en commun dans le vécu de chacun est toujours compliqué, surtout quand l'émotionnel est présent, c'est évident. Et cette personne me dit, quand je suis face à une personne dans le rouge, je préfère tout stopper et revenir plus tard. C'est une façon de redescendre dans une zone émotionnelle plus confortable où je peux de nouveau m'exprimer en étant en capacité d'écouter l'autre. Ça marche pas trop mal, mais j'avoue que parfois ça me coûte. Bien sûr que ça coûte. Ça coûte de prendre sur soi et de se taire parce qu'à ce moment-là, on a envie de défoncer l'autre en fait. Bien sûr que ça coûte. Vécu cette semaine une personne qui m'a fait passer à l'orange sanguine. J'allais déborder, j'ai préféré dire stop. Là, je te réponds. Ok, très bien. C'est un fonctionnement qui permet d'éviter de rentrer dans un mécanisme de violence. Et, et la, la colère et la violence sont deux choses différentes. La colère, c'est une émotion. Il n'y a pas de jugement à avoir sur la colère. Si vous ressentez de la colère, c'est qu'il y a une bonne raison. À vous d'arriver à identifier quelle est la raison. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben, demandez de l'aide. Il y a des gens qui sont qualifiés pour vous aider à mettre des mots sur votre colère, à mettre du sens. Qu'est-ce qui fait que ça me déclenche comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça me met dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que ça me fige? Qu'est-ce qui fait que là, je n'ai plus d'arguments? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un me crie dessus, je me tétanise et je deviens stupide et je n'ai plus de répondant parce que je suis dans le rouge et que là, je suis même peut-être dans le noir et que là, je me fige et que il y a une partie de mon cerveau qui ne peut plus réfléchir. Je suis juste en danger. Et en général, quand je suis dans une situation comme ça où l'autre m'aboie dessus et que je n'ai plus de répondant et que je ne trouve pas d'argument pour retomber sur mes pattes, en général, une demi-heure après, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, ça revient. Je me détends et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas répondu ça? Et puis il m'a dit ça, mais bon sang, j'aurais dû dire ça. Et puis je suis vraiment trop nul. Et puis là, quand même, ça, il s'est passé ci. Et là, j'ai rien fait. Et là, j'ai pas su dire quoi. Et puis j'ai dit ça, mais c'est n'importe quoi parce que j'aurais dû. En fait, c'est juste que vous étiez dans le rouge ou dans le noir et que là, on peut pas communiquer. Donc oui, bien sûr que quelquefois dire stop, là, je réponds plus. On fait une pause et si tu veux, on y reviendra plus tard parce que c'est trop violent pour moi et j'ai pas envie d'être violent avec toi. Donc, si je m'exprime là maintenant, je vais te dire des choses qui vont être désagréables et je ne veux pas ça parce que ça va pas arranger la situation. Donc, je fais une pause et je m'y tiens. Donc oui, c'est difficile quand en face il y a quelqu'un de silencieux. C'est difficile quand en face il y a quelqu'un qui parle trop. C'est difficile quand en face il y a quelqu'un qui est hypersensible et qui déborde d'émotions et qui est intense et qui n'arrive pas à se canaliser. C'est difficile quand quelqu'un en face ne me laisse pas parler, ne me laisse pas en placer une. C'est difficile quand quelqu'un en face utilise des mots qui viennent me piquer pile poil là où ça fait mal et m'écrabouiller. C'est difficile quand quelqu'un en face laisse la place à des suppositions ou me fait sous-entendre que je suis stupide, pour pas dire d'autres mots. Oui, c'est difficile. Si vous n'y arrivez pas, franchement, demandez un petit coup de main. Des fois, un petit coup de main, une fois, ça peut vous aider à trouver une piste. Et puis, si vous avez vraiment envie de nourrir
une nouvelle forme de relation avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, ben, si vraiment c'est votre désir, et que votre désir, c'est que la relation soit meilleure, soit plus authentique, soit plus douce, soit plus vraie, et elle peut être intense sans être violente. Elle peut être très intense. La colère, ça n'est pas la violence. La colère, c'est une émotion qui déclenche une énergie monumentale qui s'appelle l'agressivité. Et l'agressivité, quand elle monte, cette énergie-là, et qu'elle vous fait monter dans les tours de votre émotion, cette énergie qui est l'agressivité, elle est censée vous permettre de résoudre le problème. On peut résoudre le problème de deux façons différentes. Si on est dans le rouge ou dans le noir, la résolution du problème, ça va être la destruction de l'adversaire. Moyen si on veut communiquer autrement. Si on est dans la zone verte ou dans la zone orange, c'est-à-dire dans une zone où on peut mettre en place une stratégie, ça va être de se positionner, d'affirmer ses limites, de poser ce qui n'est pas négociable et de laisser la place à la négociation sur tout le reste. Est-ce que nous sommes tous ici capables d'identifier ce qui n'est pas négociable pour nous? Si rien n'est négociable, il y a un problème. Si tout est négociable, il y a un problème aussi. Quand je peux exprimer comment je me sens et de quoi j'ai besoin à l'autre, je ne parle que de moi. Et quand je peux faire une demande précise, on n'est souvent pas assez précis. J'ai besoin d'attention, ou j'ai besoin d'amour, ou j'ai besoin que tu me parles autrement. C'est pas assez précis. En face, moi, si ma femme me dit j'ai besoin d'attention et que je sais pas ce que ça veut dire. Alors je la connais, ma femme, de mieux en mieux. Donc je sais de mieux en mieux de quoi elle parle quand elle a besoin d'attention. Mais c'est pas assez précis. C'est quoi pour toi avoir besoin d'attention? Comment tu vas te sentir aimé de moi? Comment tu vas te sentir aimé de moi? Comment tu vas te sentir aimé de moi? Si je peux donner cette clé, si je peux te dire comment je me sens aimé de toi, je vais te donner une chance de plus de répondre à mon besoin, de me sentir, de m'aider à me sentir plus en sécurité, même si c'est à la base ma responsabilité, mais quand même. Et du coup, de m'autoriser à communiquer autrement avec toi. Si, si ma femme adore les roses rouges et qu'à chaque fois que je lui offre des fleurs, je lui offre des tulipes et qu'à chaque fois elle me dit, moi j'aime les roses rouges et que moi j'aime les tulipes et je lui offre des tulipes, je vais revendiquer le fait que quand même je t'aime et je t'offre des fleurs et je t'offre des tulipes et j'adore les tulipes. Ok. Et au bout de 5 ou 6 fois que je vais offrir des tulipes à ma femme, alors qu'elle me dit à chaque fois, en fait, j'adore les roses rouges, elle va finir par me détester parce que je lui offre des roses, des tulipes. Juste parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu comment ma femme se sent aimée de moi. Si je lui offre des roses rouges, elle va se sentir aimée de moi. Si je lui offre un parfum, elle va me dire merci, mais au fond, elle préférait que je lui offre des roses. Peut-être qu'elle préférait que je lui offre des roses plus souvent, plutôt que de lui offrir un parfum une fois par an. Et si ça, je ne peux pas le savoir, et je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le deviner, je suis sûr que si vous demandez tous à votre conjoint ou à vos enfants comment tu te sens aimé de moi, vous allez être surpris et surpris de la réponse. Et notez-le, parce que vous risquez d'oublier.
parce que vous risquez d'offrir encore des tulipes alors qu'elle veut des roses rouges. Et vous allez vous faire envoyer dans les figuiers et dans les murs parce que vous avez offert une tulipe alors que c'était parti d'un bon sentiment. Et souvent, c'est ça le problème. C'est que souvent, ça part d'une bonne intention. Et je suis le premier des fois à dire à ma femme, en fait, c'était pas mon intention. Et oui, j'ai été maladroit parce que c'était pas mon intention. J'avais une intention qui était cool. Et en fait, un peu que j'ai été maladroit parce que je l'ai mal exprimé. Un peu que peut-être elle a eu du mal à l'accueillir parce qu'elle n'était pas en état de recevoir ma maladresse à ce moment-là. Et ça part de là. Et des fois, pou, 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 ça part en vrille. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais je parle de moi, mais j'imagine que on est tous concernés par ça. Est-ce que je peux remettre de la douceur et de la tendresse et de l'amour, en fait, dans cette relation? Est-ce que je peux accueillir ce que l'autre va me décrire qui est bon pour lui ou pour elle, même si je ne le comprends pas? Même si pour moi, ça vient d'une autre planète, ce que tu me dis. Parce qu'au fond, comment l'autre se sent aimé de vous, comment votre enfant se sent aimé de vous, c'est la clé de voûte de votre relation. Si vous pouvez exprimer vous aussi, et c'est là que ce que tu décrivais, Karen, est important, c'est que les personnes qui ont fait déjà ce chemin-là de compréhension de l'importance de ce qui se joue dans la relation, de comment communiquer différemment, etc., si je peux montrer l'exemple et assurer une communication sécure, c'est-à-dire je ne parle que de moi, je ne fais aucun reproche. Et quand je parle de la situation ou de la relation, je dis quand il se passe ça, j'ai l'impression que, il me semble que, ça me donne la sensation que, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ou ça me met en colère, ou ça me rend triste, ou ça me dégoûte, ou j'ai envie de pleurer, ou j'ai envie de te sauter à la gorge. Je peux dire à l'autre, quand tu me dis ça, j'ai envie de te sauter à la gorge. Parce que déjà, le simple fait de l'exprimer, ça va faciliter la relation quelque part, parce que peut-être que ça va vous libérer de quelque chose. En fait, forcément, ça va vous libérer de quelque chose. Bon, j'imagine que vous n'avez pas toujours envie de sauter à la gorge, mais quelquefois, se terrer dans le silence ou ne pas s'exprimer dans la relation, c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Et de quoi tu as peur, en fait? Qu'est-ce que tu crains? Ah bah, si je dis ce que je pense, en fait, tu vas m'en faire des tonnes et puis tu vas me parler pendant 2 heures, et tu vas vouloir avoir raison, tu vas argumenter là-dessus et donc j'ai plus envie de ça et j'abandonne. OK, d'accord. Donc de quoi tu aurais besoin pour que tu puisses, t'exprimer, plus librement avec moi? Parce que moi, j'ai besoin que tu t'exprimes librement et en même temps, c'est vrai que des fois quand tu t'exprimes, j'ai envie de te sauter dessus. Bonne soirée Christelle. Merci pour ce moment et pour vos partages. Donc comment vous allez, travailler ensemble? Ça part de vous, ça ne part que de vous et je suis sûr que, vous allez pouvoir trouver un axe de gestion de la relation différent en changeant quelque chose. Et si ça marche pas, changez encore quelque chose. Et si ça marche encore pas, changez encore quelque chose. Et si ça marche encore pas, vous savez quoi? Changez encore quelque chose. Et, et si vraiment il n'y a aucun espoir et que vous êtes tellement mal que ça ne fonctionne pas, eh ben montez d'un cran et, et laissez à l'autre la possibilité d'entendre qu'une relation comme ça ne vous convient plus. Et que quelquefois, vous pouvez rompre la relation et dire je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de cette relation parce qu'elle est douloureuse pour moi, parce qu'elle est toxique pour moi, parce qu'elle me retourne tout entier, tout entière. Et je ne veux plus de cette relation. En revanche, peut-être que je coupe le lien complètement
Ou peut-être que je peux dire aussi, parce que je t'aime, ou parce que j'ai vraiment envie d'une relation différente avec toi, je te propose cette relation-là. Tiens, je te propose cette relation. Et dans cette relation, il y a de la sécurité, il y a de l'amour, il y a de l'accueil de ce que tu es, même si tu es différent, et de l'accueil de ce que je suis, même si c'est différent. Même si je te comprends pas, j'accepte ce que tu es. Même si tu me comprends pas, commence par accepter ce que je suis, et peut-être que ça facilitera mon changement.